Après l'introduction dramatique du char sur le front occidental de la Première Guerre mondiale, les grandes puissances mondiales ont commencé à envisager à quoi ressemblerait la guerre blindée à l'avenir, alors que ces premiers véhicules lourds faisaient leur chemin à travers les tranchées ennemies. Les chars lourds étaient envisagés comme étant utilisés dans le rôle de percée. Ils opéreraient avec l'infanterie dans l'assaut des positions défensives ennemies, utilisant leur épaisse armure pour protection, tandis que leur immense puissance de feu détruirait les bunkers et autres véhicules blindés. Les chars lourds avaient le potentiel de semer le chaos sur le champ de bataille, et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, des exemples allemands tels que le Tigre et le Panthère ont forgé un statut presque légendaire dans les annales de la guerre blindée. Face à un nombre d'ennemis nettement supérieur à mesure que la guerre se prolongeait, l'armée allemande a placé de plus en plus de foi dans les chars lourds, espérant que leur efficacité rétablirait au moins l'équilibre. Et dans de nombreuses batailles, cela semblait être le cas. De l'autre côté, l'Union soviétique était probablement la plus enthousiaste des alliés en ce qui concerne les chars lourds, non seulement d'un point de vue tactique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner les chars qui portaient le nom du leader soviétique Joseph Staline, connu de ses partisans comme l'homme d'acier. C'est l'histoire des chars lourds de Staline et comment ils ont aidé les soviétiques à contrer la supériorité blindée allemande et à repousser les fascistes jusqu'à leur défaite finale. Bienvenue dans les guerres du monde. L'expérience soviétique des chars KV, luttant contre des troupes finlandaises retranchées et indéterminées lors de la guerre d'hiver de 1940 à 1941, a donné lieu à un programme d'urgence pour développer le char d'assaut lourd KV-2 à partir du KV-1. C'était une mesure désespérée par tous les moyens imaginables. Le KV-1 pesait environ 45 tonnes et était armé d'un canon principal de 76,2 mm. Le KV-2 a abandonné les tourelles du KV-1, les remplaçant par une grande tour dans laquelle était logé un obusier de 152 mm, destiné principalement à détruire des positions fortifiées, mais pouvant également être utilisé dans un rôle anti-char. Cette configuration a ajouté 7 tonnes supplémentaires au véhicule, le portant à environ 52 tonnes. Pour référence, le M4 Sherman américain était presque 20 tonnes plus léger que le KV-2. Les KV-1 et 2 étaient l'idée de Clément Vorochilov, un haut dirigeant militaire soviétique et membre du Parti communiste qui avait réussi à survivre aux grandes purges paranoïaques de Staline en aidant le dictateur à éliminer quiconque était tombé en disgrâce. Vers la fin des combats, les chars lourds qui portaient ces initiales ont commencé des tests sur le terrain contre les Finlandais, qui ont découvert qu'ils n'avaient presque rien qui puisse arrêter ces monstres blindés. Fait célèbre, les troupes finlandaises ne tiraient souvent que 2 à 3 coups sur eux avant de se retirer s'ils n'obtenaient pas un coup chanceux afin de ne pas gaspiller de munitions. Les Soviétiques appréciaient leurs nouveaux chars. Cependant, malgré ce succès, Vorochilov tombait lui-même en disgrâce auprès de Staline, lui étant reproché une grande partie des premiers échecs de l'armée rouge dans le conflit. De plus, les chars montrèrent leurs lacunes. Le KV-2, par exemple, avec sa tourelle en forme de tour, était très lourd en haut et instable sur un terrain accidenté. Alors que le KV-1 précédent a été critiqué en raison du fait que, malgré son coût, le canon de 76,2 mm pouvait être monté sur le nouveau char moyen T-34 moins cher, et il semblait peu justifié d'investir davantage en lui, ainsi a commencé un projet pour augmenter la puissance de feu du KV-1, quelque chose qui deviendrait urgent lorsque les Tigres allemands feraient leur début spectaculaire sur le front de l'Est. Afin de laisser le temps de développer un char pour répondre aux nouvelles exigences, une mesure provisoire a vu le KV-1 modifié au standard KV-85, ce qui a vu la coque élargie pour accueillir une tourelle plus grande offrant une plus grande protection blindée et équipée d'un canon principal de 85 mm. 145 de ces chars ont été fabriqués et d'autres efforts ont été faits pour augmenter la puissance de feu. Car, encore une fois, le T-34 moins cher
était maintenant également équipé d'un canon de 85 mm. De plus, le développement a vu l'installation de canons à canon courts et longs, mais la ligne KV était sur le point de prendre fin. Même à ce stade précoce de la guerre, on se rendait rapidement compte que les différents types de chars pour des rôles spécifiques mettaient des exigences significatives à la fois sur l'industrie soviétique et sur la chaîne d'approvisionnement de l'armée rouge. Ainsi, on a commencé à penser à développer un char universel qui pourrait répondre à de nombreuses exigences des chars moyens et lourds dans la même coque, formant essentiellement la base du concept de char de combat principal d'aujourd'hui. Conçu fin 1941 par le bureau de design SKB, le KV-13, était une tentative de produire un char qui remplacerait à la fois le T-34 et le KV-1 sur les chaînes de production et a été développé à partir du châssis du KV-1. Les deux prototypes ont rencontré une multitude de problèmes mécaniques qui devaient être surmontés avant qu'ils ne deviennent une arme viable, et donc les tests ont été interrompus. Cependant, il a ensuite été décidé d'incorporer la tourelle à 3 hommes du KV-85 de Fortune avec la coque du KV-13. C'était un véhicule beaucoup plus satisfaisant que l'un ou l'autre de ses donneurs, et il a été commandé en production limitée, mais avec Varychalov tombé encore plus en disgrâce auprès de Staline pour sa gestion du siège de Leningrad, une nouvelle désignation était nécessaire, et dans les luttes politiques de la Russie soviétique, la meilleure façon de progresser était de flatter la vanité de Staline. Ainsi, le char a été nommé le Joseph Staline, ou IS-1, basé sur l'orthographe anglicisée de son nom. Le IS-1, de 46 tonnes, bénéficiait d'une protection supérieure à celle de son prédécesseur, le KV-2, grâce non seulement à une armure plus lourde, mais aussi à une application plus avancée de l'armure, bien que cela ait réduit sa mobilité. Avec une vitesse maximale de 23 miles par heure, il était 10 miles par heure plus lent que le célèbre T-34 avec lequel il allait largement combattre. Cependant, le IS-1 a hérité d'un ancien défaut fatal de ses prédécesseurs, en ce qu'il arborait toujours le même armement que le T-34, et donc presque immédiatement, des travaux ont été entrepris pour augmenter l'armement du char Staline. Heureusement, la tourelle du KV-85 était assez spacieuse pour incorporer des armes de plus gros calibre et 2 ont été sélectionnées pour être testées dans des prototypes. L'une était le canon BS-3 de 100 mm déjà utilisé sur le chasseur de chars Su-100 et qui avait d'excellentes qualités de pénétration d'armure, tandis que l'autre était le nouveau canon A-19 de 122 mm. Au final, le A-19 a été choisi sur la base qu'il était la meilleure arme polyvalente pour les rôles anti-char et de percée, ce dernier étant considéré comme une priorité beaucoup plus élevée pour le nouveau char, plutôt que de se contenter de duels avec l'armure lourde allemande. La production initiale du IS-1 a commencé fin 1943, avec 67 unités construites d'ici la fin de l'année. Cependant, la décision de passer à la variante IS-2 plus puissante signifiait que ces véhicules ont été renvoyés à l'usine pour être reconstruits avant qu'ils ne puissent faire connaître leur présence sur les lignes de front. Le camarade Staline était tellement impressionné par l'arme qui portait son nom qu'il a proclamé qu'avec ce char, les Soviétiques gagneraient la guerre. La production des IS-2 sortait de l'usine à la fin de 1943 et en février 1944, le premier régiment de chars lourds a été formé sur ce type. Compte tenu des grandes attentes envers le char, il a d'abord été attribué à des unités de la garde d'élite et un régiment typique comprenait 4 compagnies de 5 chars. L'IS-2 est entré dans la mêlée en avril 1944, lorsque les nouvelles unités de la 11e garde séparée ont combattu les chars Tigre allemands du 503e bataillon de Panzers lourds près de Tarnopol, en Ukraine. Au cours du combat, les Allemands ont réussi à détruire un IS-2 avant d'être repoussés par les Soviétiques. Ce combat a fait prendre conscience aux Allemands de l'existence du char, mais ils n'ont pas apprécié la menace qu'il représentait jusqu'à presque un mois plus tard, lorsque les Soviétiques ont lancé une offensive vers la ville roumaine de Turgul depuis Oz. Toujours largement inconscients de leur nouvel ennemi, les équipages allemands du Tiger, auparavant confiants, ont été étonnés de constater que lorsqu'ils engageaient les chars lourds soviétiques avec leurs redoutables canons de 88 mm à des distances de 3 km, leurs obus rebondissaient simplement sur l'armure lourde de l'IS-2. Une contre-attaque allemande a vu leurs chars devoir se rapprocher extrêmement pour que leurs obus aient l'énergie nécessaire pour être efficaces, mettant hors de combat 3 IS-2.
bien que des canons allemands comme le 88 puissent, dans les bonnes circonstances et depuis la bonne position, pénétrer l'armure de l'IS-2, les Allemands n'avaient rien de la même classe que le propre canon de 122 mm de l'IS-2. Bien qu'étant une arme anti-char puissante, c'est dans le rôle de soutien de tir direct, lançant des obus à haute explosion sur les positions ennemies, qu'il a vraiment brillé. La raison était simple. Les propres Tigres 1 et Panthers des Allemands pouvaient tirer respectivement des explosifs de 9 kg et de 4 kg, tandis que l'IS-2 renvoyait des obus de 25 kg. Et bien que l'IS-2 transportait des obus anti-chars à haute explosivité dédiés pour combattre d'autres véhicules, même cet instrument brut était suffisant pour porter un coup mortel à certains des anciens Panzers toujours déployés par les Allemands, armés. Néanmoins, cette impressionnante puissance de feu avait un défaut majeur, un taux de tir terriblement bas. Les obus et le propulseur devaient être chargés séparément dans le canon et étaient lourds et difficiles à manipuler. Même les chargeurs les plus forts et les plus qualifiés mettaient entre 20 et 30 secondes pour accomplir la tâche, une éternité lorsque l'armure ennemie s'abat sur votre position. Cependant, les équipages de l'IS-2 trouvèrent du réconfort dans le fait qu'une fois chargés, ce qu'ils visaient était généralement détruit et que leur armure frontale était suffisamment solide pour résister à beaucoup de punitions. Un autre problème qui se posait pour les équipages de l'IS-2 était que souvent, les stocks d'obus de 122 mm s'épuisaient, contrairement aux T-34 armés de canons de 85 mm pour lesquels des millions d'obus étaient disponibles. Le nombre croissant d'IS-2 apparaissant sur le champ de bataille était de plus en plus source de préoccupation pour le célèbre général allemand Heinz Guderian, lui-même l'un des grands planificateurs militaires pour mener la guerre blindée. Résumant la lutte contre le nouveau char lourd soviétique, il a écrit « Je crois que pour chaque Staline, nous devons compter un peloton entier de tigres. » C'était un renversement dramatique quand on considère à quel point les tigres étaient efficaces contre un plus grand nombre de chars moyens jusqu'à ce point et continueraient à l'être jusqu'à la fin de la guerre. Les sentiments de Guderian seraient développés dans un manuel allemand intitulé « Notes pour les troupes de Panzer » qui disait « Les chars Staline peuvent être détruits, bien que la pénétration ne soit en aucun cas facile contre l'armure frontale à longue portée. Les chars Staline devraient, dans la mesure du possible, être engagés sur les flancs ou par l'arrière et détruits par un feu concentré. Les chars Staline ne devraient en aucun cas être engagés par des tigres en moins qu'une force de troupes. Utiliser des tigres isolés est une invitation à leur destruction. » Cependant, alors que les Allemands étaient impressionnés par la puissance de feu et la protection offerte par l'IS-2, ils l'étaient moins par la mobilité du nouveau char soviétique sur le champ de bataille qui en faisait des cibles massives à marteler avec des obus de char ou d'artillerie une fois qu'il avait été localisé. Le rythme de tir douloureusement lent exacerbait également le problème pour les équipages, ce qui signifie que la précision lors du tir et la délivrance de ce coup fatal étaient de haute priorité. Mais encore une fois, les assaillements des chars ont noté comment, dans les premiers jours, les régiments IS-2 semblaient manquer des compétences nécessaires pour tirer le meilleur parti de leur nouvelle arme. Cela changerait avec l'expérience, mais de nombreux IS-2 ont été perdus entre-temps en raison de cette incapacité à exploiter pleinement son potentiel et à pallier ses faiblesses. L'apprivoisement apparent de leur tigre, autrefois létal, a alimenté le développement en Allemagne d'un successeur encore plus puissant. Le Tiger II, ou King Tiger, comme il était connu des Alliés, dépassait même le poids lourd IS-2, pesant environ 70 tonnes, arborant 185 mm d'armure inclinée à l'avant, ce qui augmentait son efficacité, et était armé d'une version améliorée du canon de 88 mm de son prédécesseur. Ou King Tiger, comme il était connu des Alliés, dépassait même le poids lourd IS-2, pesant environ 70 tonnes, arborant 185 mm d'armure inclinée à l'avant, ce qui augmentait son efficacité, et était armé d'une version améliorée du canon de 88 mm de son prédécesseur. Comme son prédécesseur, le Tiger II a ravagé des hordes de chars de toute classification sur tous les fronts où il a été déployé. Cependant, il partageait une faiblesse avec ses homologues soviétiques en ce que la protection et la puissance de feu qu'il avait coûté en termes de mobilité, et sur le front de l'Est en constante évolution en particulier, de nombreux exemples ont été abandonnés, car ils ne pouvaient tout simplement pas suivre les forces allemandes en retraite. Cependant, les Soviétiques ne restaient pas inactifs avec leur IS-2 non plus, et même alors qu'il entrait dans le combat, une arme plus avancée était déjà en cours de développement.
L'IS-3 incorporait un certain nombre de caractéristiques améliorées, les plus notables étant sa tourelle semi-hémisphérique et sa coque avant en forme de bec de brochet, qui amélioraient toutes deux la protection de l'armure sans ajouter de poids supplémentaire. Cependant, le développement de cette troisième itération a été retardé, ce qui signifie que l'IS-2 serait, comme Staline l'avait prophétisé, celui qui aiderait à mettre fin à la guerre. Maintenant, avec l'introduction du nouveau Tiger II, la scène était prête pour un affrontement entre les deux poids lourds du front de l'Est pour déterminer le meilleur char. Cette bataille a commencé en août 1944 en Pologne, le long de la tête de pont de Sandomierz, lorsque le 501er bataillon de chars lourds allemands a contre-attaqué les forces soviétiques. Le 13 août 11, IS-2 du 60 et 11e régiment indépendant de chars lourds ont été attaqués par 14 Tiger II qui s'étaient rapprochés à moins de 600 mètres, à quel point les canons allemands de 88 mm étaient en mesure de menacer l'épaisse armure des IS-2. Les comptes rendus des engagements font état d'un bilan final de 4 Tiger II détruits et 7 endommagés, comparativement à 3 IS-2 détruits et le même nombre endommagés, trop proches pour vraiment trancher. Cependant, un résultat de la bataille est incontesté, à savoir que les pertes étaient bien plus douloureuses pour les Allemands que pour les Soviétiques. Car alors que l'armée rouge finirait par déployer 3854 IS-2, les Allemands ne recevraient jamais que 489 Tiger II. Avec l'arrivée de 1945, l'Allemagne nazie était maintenant à l'agonie, et à chaque engagement, les Soviétiques pouvaient compter sur des centaines de T-34 armés de canons de 85 mm, soutenus par les puissants IS-2. Tout combat entre chars favorisait fermement le côté soviétique, qui bénéficiait également d'une importante couverture aérienne. Pendant ce temps, le rôle de soutien au feu de l'IS-2 prenait de l'importance, alors que l'armée rouge délogeait les défenseurs allemands retranchés dans les villes et les villages, jusqu'à ce qu'à la mi-avril, ils frappaient à la porte d'Hitler en approchant de Berlin. Les IS-2 ont été fortement impliqués dans les combats amers et brutaux pour la capitale allemande, opérant souvent en groupe de 4 avec l'infanterie de soutien, leurs obus explosifs de 122 mm réprimant toutes les forces allemandes incrustées dans les décombres de la capitale du Troisième Reich. Dans ces derniers jours désespérés, des garçons aussi jeunes que 12 ans se voyaient souvent donner des uniformes allemands lâches, pris sur des soldats morts et poussés dans la défense de la ville. On ne peut qu'imaginer la peur qu'ils ont ressentie en voyant ces Goliaths blindés avancer sur leur position, les voyant démolir des bâtiments en un seul coup. Les Allemands ont opposé une résistance finale farouche dans la défense de leur capitale, mais cela n'a pas suffi à les sauver. Dans les dernières heures de la guerre, les chars IS-2 ont bombardé le bâtiment du Reichstag avant que les soldats soviétiques ne hissent leur drapeau triomphalement le 2 mai 1945, mettant fin à la guerre en Europe. L'IS-3 avait manqué de peu les combats de la Seconde Guerre mondiale, mais cela n'a pas empêché les Soviétiques de montrer le char lors du défilé de la victoire à Berlin le 7 août 1945. Les alliés occidentaux étaient initialement impressionnés par les lourds soviétiques, mais alors que les relations se dégradaient entre Moscou et Washington dans les années immédiates d'après-guerre, les armées occidentales ont commencé à voir l'IS-2 et l'IS-3 comme une menace très réelle. Les manuels d'entraînement blindés britanniques ont même plagié les désirs allemands de guerre concernant les chars de Staline, tandis que de nouveaux chars plus lourds ont été spécifiquement développés pour les contrer, tels que l'américain M103 et le Challenger britannique, tous deux équipés d'un canon de 120 mm. Les IS-2 et 3 ont tous deux été améliorés pour rester pertinents et sont restés en service jusqu'aux années 1960. La Chine a tenté de copier l'IS-2, bien que ce projet n'ait abouti à rien, tandis que l'Égypte a acquis un certain nombre d'IS-3 pour les utiliser dans les diverses guerres du Moyen-Orient avec Israël. Malgré un avantage théorique par rapport à de nombreux chars moyens israéliens, les IS-3 ont mal résisté face aux équipages de chars israéliens compétents. Le char lourd fabriqué par les Soviétiques était également mal adapté aux opérations dans le désert. Les ingénieurs soviétiques ont travaillé sur la conception de successeurs à la série IS, et plusieurs designs et prototypes plutôt prometteurs ont reçu la désignation IS. L'IS-4 était un IS-2 amélioré avec une armure plus grande, mais n'a eu qu'une production limitée en raison de sa mobilité encore pire. La production de l'IS-3 a commencé. La fin de la guerre a mis fin à tout investissement supplémentaire. Plusieurs prototypes et chars sur papier ont suivi, mais ce n'est qu'avec l'IS-10 qu'un véhicule de production a été produit. En quelque sorte, vous voyez, au moment où l'IS-10 était prêt à être introduit en service en 1953, Staline était maintenant décédé,
au grand soulagement de beaucoup dans l'Union soviétique. Libérés du tyran qui les avait opprimés pendant près d'un quart de siècle, le nouveau régime voulait se distancer autant que possible de son époque. Et donc, tout comme lorsque Vorochilov est tombé en disgrâce auprès de Staline et que ses chars lourds ont perdu son nom, maintenant Staline a également vu son nom retiré des chars lourds, l'IS-10 devenant simplement connu sous le nom de T-10, et voilà l'histoire des chars de Staline. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Merci.